Bonjour Alain Minc. Bonjour. Vous avez probablement regardé le dernier des débats de la primaire de la droite hier soir à la télévision. En même temps, dans le contexte général, on voit que Éric Zemmour patine un petit peu, sa candidature plafonne, en tout cas dans sa quasi-candidature plafonne dans les sondages. Est-ce que tout ça donne un espace pour la droite, ce qu'on appelle la droite de gouvernement, la droite républicaine? Ce qui m'a frappé dans ce débat, enfin, le dernier avant le prochain, voilà, c'est qu'en fait c'est une équipe de rugby. C'est-à-dire les divergences étaient assez faibles. Ils se ménageaient, ils s'arrêtaient même avant le premier sang. Oui. Ce ne sont pas des duels comme on en a connu. Ce n'est pas ce qui se passait il y a 5 ans. Et donc s'ils se mettent en ligne ensuite derrière le ou la candidate, rejoint par tous les leaders de la droite républicaine qui pour l'instant sont aux abris pour ne pas exprimer de préférence et qui sont quand même des poids lourds, voire très lourds. Et qui vont peser donc. Et tout ça fait plus une machine, puisqu'il n'y a plus de machine que chez les républicains, les socialistes étant en déconfiture, comme vieil appareil politique classique. Tout ça fait quand même un système puissant et je suis absolument convaincu qu'ils reviendront dans le peloton avec la candidature Le Pen et Zemmour, avec une possibilité d'atteindre le deuxième tour. Avec une possibilité pour le candidat républicain issu des le ou la candidate. Le ou la, d'être effectivement au deuxième tour. Et dans ce cas-là, un risque pour Emmanuel Macron, si c'est Emmanuel Macron qui est au deuxième tour, ce qui est semblable. À mon avis, les choses sont quand même très simples. Je pense qu'il bat Marine Le Pen assez facilement, mais avec une gauche qui se mobilisera peu tant elle pense qu'elle n'a aucune chance. À mon avis, très largement face à Éric Zemmour, car je crois que la gauche se mobilisera, car il y a un aspect répulsif chez Zemmour qui redonnera vigueur au réflexe entre guillemets républicain, mais je pense que face au candidat de la droite républicaine, c'est une partie extrêmement difficile pour Emmanuel Macron, car le candidat de la droite républicaine peut bénéficier d'un réflexe tout sauf Macron. Tout sauf Macron. Le vrai problème d'Emmanuel Macron, il est assez simple à exprimer. À 45% de popularité, il a une bonne popularité. Normalement, bien meilleure que ses prédécesseurs à la même époque face aux élections. Une telle popularité devrait aboutir à 30 à 35% d'intention de vote, avec une déperdition de 10%. Il est à 24%. Donc, ça veut dire qu'un électeur sur deux qui reconnaît qu'Emmanuel Macron a bien géré, en particulier la crise, n'a pas une folle envie de voter pour lui. Ça, c'est un problème. On trouve, pardon, mais de façon symétrique, le même phénomène à gauche. 44% à peu près des Français se disent de gauche, se ressentent de gauche, mais au total, des voix de gauche, ils ne sont que 24, 25, 26% à dire aujourd'hui on vote à gauche. D'où vient ce différentiel ? De ce désordre ridicule. Je veux dire, elle est à combien, la gauche? 6 candidats affichés. Il n'y a pas de vrai leader fort du côté social-démocrate. Donc il y a le résidu des éternelles candidatures de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est un cas de figure qui n'est pas comparable. Aujourd'hui au Parti socialiste, beaucoup s'interrogent sur la pérennité de la candidature d'Anne Hidalgo. Est-ce que vous pensez qu'il y a le moindre risque pour elle qu'elle soit obligée d'abandonner avant la fin ? Je ne sais pas, mais je pense qu'il serait calamiteux pour la démocratie française que la social-démocratie soit absorbée par les Verts. Car la social-démocratie est une composante majeure de notre histoire politique, une composante respectable. Qui a encore des idées à défendre ? Vous savez, elle est en train de gagner. On ne les voit pas, hein ? Pardon. D'abord, je crois que les sociodémocrates français n'ont pas compris qu'on sort de la plus grande période social-démocrate de l'histoire. De ce point de vue, le quoi qu'il en coûte est le paroxysme absolu de la social-démocratie. Deuxièmement, on remarque quand même que dans le pays dont nous sommes le plus proches, la social-démocratie va être au pouvoir avec des alliés. L'Allemagne. En Italie, elle est partie prenante et l'élément majeur d'une coalition d'union nationale. Donc la social-démocratie française ne meurt que de ses propres erreurs. Est-ce que la social-démocratie française aujourd'hui ne se contente pas d'essayer de répliquer le discours écolo et de prendre effectivement... C'est bien en ça qu'elle a tort, parce que c'est un débat de fond. La question est de savoir si la question sociale, vieux mot, la question sociale, existe encore. Et je pense que l'idée qu'il puisse être absorbé par une candidature aussi floue, avec des composantes aussi ambiguës que celles qui existent dans le camp vert, serait vraiment
une catastrophe politique qui va très au-delà de la prochaine élection. Je reviens sur le sujet de la droite. On voit que dans les différents débats, l'essentiel, disons le point d'équilibre tire beaucoup à droite, et disons à la droite de la droite. C'est évidemment l'effet Zemmour, le fait que l'immigration, la sécurité aient été placés au centre du débat. Est-ce que vous pensez qu'il reste une place pour une droite républicaine qui serait entre le centre droit et une droite, disons, j'allais dire giscardienne, puisqu'on va bientôt fêter un nouvel anniversaire? Je crois que c'est d'abord l'effet du mode de désignation choisi, puisque le mode de désignation, ce sont les militants. Au départ, 80 000, c'est-à-dire quand même une population dont on peut penser qu'elle est plus à droite et plus rigide que l'ensemble des sympathisants et a fortiori, disons, du camp de la droite démocratique. Je pense que la première chose que le ou la candidate aura à faire une fois désignée, c'est ce qui est classique aux États-Unis après les primaires, c'est de se recentrer vite fait, bien fait. Recentrer, rassembler. Parce que s'il s'agit de rester sur le créneau que pour avoir les voix des militants, ils sont obligés d'occuper, ils seraient en train de gâcher la chance d'atteindre le deuxième tour. Et donc un recentrage des idées. Sans recentrage, ils continueront à traîner entre 10 et 13. Mais ça, c'est inhérent à ce mode de désignation. Cela dit, il faut reconnaître que le président des Républicains a à peu près réussi son coup. Il a eu le mode de désignation qu'il voulait. Xavier Bertrand est rentré de manière un peu piteuse dans la partie, mais néanmoins il y est. Il y aura un candidat, une forme d'union derrière celui-là. Donc c'est réussi, mais avec comme conséquence, pour l'instant, un décalage du discours politique vers la droite. Qui se ressortira donc peut-être après le 4 décembre. Dans les sujets d'actualité, j'en mets un sur la table qui doit vous être cher à vous qui êtes issu de l'ENA et d'un des grands corps issus de l'ENA, l'inspection des finances. Aujourd'hui, la une de l'opinion est sur la disparition programmée du corps des diplomates. Ce sera la même chose avec les préfets, c'est annoncé, avec les corps en général. Une école des administrateurs d'État va être créée pour remplacer l'ENA. Est-ce que c'est un problème ? Vous savez, je pense que tout ça va se terminer suivant le vieux principe du prince de Lampedusa. Il faut que tout change pour que rien ne change. C'est-à-dire que si cette réforme perdure, car on verra ce qu'il en sera après l'élection présidentielle et l'élection législative. Oui. Car chacun raisonne comme si Emmanuel Macron, probablement réélu, aura une majorité parlementaire. Or, il sera sans doute obligé de monter une coalition. Donc des sujets aussi sensibles que celui-ci risquent de passer à travers le tamis d'un programme électoral qu'il faudra négocier. Une fois qu'on a dit ça, je crois que la spécificité du métier ne disparaîtra pas et ne doit en aucun cas disparaître. Je pense que le sujet qui était le plus risqué, ce n'était pas le corps des diplomates, c'était en fait le concours d'Orient, c'est-à-dire une spécificité particulière pour des gens qui ont une culture atypique et exceptionnelle, connaissance des langues, et de la culture de ces pays. Exceptionnellement motivé. Oui, oui. Et Jean-Yves Le Drian, qui en cette affaire s'est battu comme un lion, je crois, a réussi à préserver un minimum d'autonomie. Une fois qu'on a dit tout ça, la haute fonction publique avait besoin d'une réforme. Je pense que la réforme qu'il fallait faire n'était pas, à mes yeux, tout à fait celle-là. C'était laquelle ? Moi, je pense qu'il fallait maintenir les corps, mais les ouvrir. C'est-à-dire mettre fin au monopole de recrutement par l'ENA. Je crois, entre guillemets, aux aristocraties méritocratiques. Peut-être parce que j'en ai intimement profité, tout en les servant, je pense correctement. Mais ce que je n'ai jamais trouvé normal, c'est le monopole de recrutement de l'ENA. J'aurais aimé que ce soit donc fermé. Une fois qu'on est rentré dans ce corps en sortant de l'ENA, on est préservé jusqu'à la fin, la carrière est écrite. Non, mais j'aurais aimé que si mon corps avait survécu, c'est-à-dire l'inspection des finances, ouais. Qu'à côté de l'ENA, il y ait un concours ouvert où des gens qui ont fait la Kennedy School, qui ont eu des carrières pas nécessairement universitaires. Une sorte de tour extérieur. Non. Concours extérieur, pas tour extérieur. Les tours extérieurs, c'est fait pour le pouvoir politique, pour reclasser quelques personnes, disons, vis-à-vis desquelles on a des petites dettes. Mais voilà, tout ça va bouger de toute manière. Donc l'ENA est morte, vive l'ENA. Et quant au fait de changer le nom, bon, c'est un peu infantile. L'ENA est morte, vive l'ENA. Ou l'ENA est morte, vive l'ENA, bien sûr. Merci Alain Minc.